Bonsoir mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour une heure, l'heure qui suit, pour vous parler de pétrole ce soir. Celui qui nourrit l'Algérie depuis tant d'années et qui l'endort aussi depuis très longtemps. Le pétrole, oui, c'est 92%, comment ne pas en parler de nos revenus. Nous sommes à notre corps défendant obligés de scruter les cours du brut. Et récemment, Alger a retenu son souffle car les pays producteurs OPEP et non OPEP se sont réunis. Une décision en a découlé, une décision de réduction de la production a été consentie. Alors quel impact sur les marchés d'abord? Est-ce que cette décision sera à notre avantage? Les taux se resserrent autour de nos finances, on en parle depuis longtemps, et même le financement non conventionnel ne sera pas à même de compenser le déficit d'ici à 2022, c'est le ministre des Finances qui l'a dit. Alors doit-on continuer à investir dans le tout pétrole ou pouvons-nous encore changer de cap? Nos invités sont là pour nous dire où allons-nous ainsi. Bonsoir messieurs et merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai avec moi monsieur Mourad Preur, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas à présenter Mourad Preur, vous êtes expert en hydrocarbures et le directeur du cabinet Énergie. Merci d'être avec nous. À vos côtés, monsieur Lies Sahar, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver encore sur le plateau de la Semaine Éco. Vous êtes journaliste spécialisé en pétrole, en dossiers liés aux hydrocarbures. Je suis ravi de merci à vous, monsieur Dr Omar Bouazouni, d'être avec nous. Vous êtes directeur des études de statistiques, modélisation et synthèse au niveau du CNES. Vous avez également été chercheur au niveau du CREAD. Merci d'être avec nous. Et merci à monsieur Kamel Khafesh. Merci et bonsoir. Bonsoir, vous êtes expert en économie. Alors voici donc pour le thème de ce soir qui consiste d'abord à parler de cette décision de réduction de production de pétrole par les l'OPEP et les non-OPEP, et puis surtout de savoir, car c'est important de savoir, quel sera son impact sur le court et le moyen terme sur notre économie. Alors à l'issue des réunions, je vous le disais, jeudi et vendredi dernier, OPEP et non-OPEP, un accord a été conclu. Il porte sur une réduction journalière d'1,2 million barils jour à raison d'une coupe de 800 000 barils dans l'offre OPEP et 400 000 barils dans l'offre des producteurs non OPEP. Le décryptage sur cette décision, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Vous allez l'écouter et le suivre dans ce commentaire. Il est signé Youssef Dehili et on se retrouve tout de suite après. Lors de la réunion de Vienne, les pays membres de l'OPEP et non-OPEP ont décidé de réduire leur production de 1,2 million de barils par jour. Mais 6 jours après cette décision, le baril peine à se stabiliser au-dessus des $60. Pour les analystes, cette réduction, qui ne représente que 1% de la production mondiale de pétrole, serait insuffisante pour porter les prix dans la fourchette des 75 à 80 $ le baril. L'offre reste largement supérieure à la demande mondiale de pétrole. Et les prévisions d'une faible croissance de l'économie mondiale risqueraient fort d'influencer négativement les prix tout au long de l'année 2019. Les pays fortement dépendants des hydrocarbures, dont l'Algérie, connaîtront une année difficile en 2019. Les prix ont déjà baissé de 30% depuis septembre passé, et ce malgré une reprise des cours de près de 60% depuis 2015. Année qui a connu un grave effondrement de prix. Mais un prix moyen de 60 $ le baril n'arrange pas les équilibres financiers internes et externes des pays dont les économies sont fortement dépendantes des hydrocarbures. Difficile de prédire un redressement des cours dans les mois à venir. Les marchés pétroliers sont devenus insensibles aux informations des pays producteurs de pétrole vivant une instabilité politique et sécuritaire. Par ailleurs, la baisse de production de pays comme l'Iran, le Venezuela et la Libye n'ont aucune incidence sur les prix. Chaque fin de semaine, les observateurs sont les plus sensibles aux chiffres des stocks de la production de pétrole aux États-Unis qu'au conflit qui mine le Proche-Orient. Pour l'OPEP et ses alliés, 3 mois d'observation des marchés avant le prochain rendez-vous, prévu en avril prochain. Une autre baisse de production serait-elle nécessaire pour ramener les prix à un niveau acceptable, celui de 80 $ le baril ? Alors voilà donc pour l'essentiel à retenir de cette rencontre OPEP et non-OPEP, beaucoup de discussions ont eu lieu et une décision, comme on l'a vu, de réduction d'1,2 million barils jour. Alors première question évidemment, vous l'attendez messieurs, je vous la pose à vous d'abord Mourad Preur, est-ce qu'il y a lieu de s'attendre à une augmentation ou une fluctuation significative du prix du baril sur le court terme ? Bon, la décision qui a été prise
lors de la dernière réunion de l'OPEC était attendue. Nous l'avons... Et annoncée d'ailleurs. Non, elle était attendue parce que l'OPEC et les principaux pays non OPEC, Russie et Kazakhstan, sont sur une ligne de défense des prix. D'accord ? Donc l'OPEC a toujours été prise entre une ligne de défense des parts de marché, c'est-à-dire augmenter la production pour ne pas disparaître, ou défendre les prix et donc réduire sa production et faire profiter les producteurs non OPEC de la hausse des prix. En 86, elle a mené une guerre des prix sous la conduite de l'Arabie Saoudite. En 2014, elle a fait la même chose et chaque fois, elle s'est cassée la figure. Bon. Le consensus d'Alger de septembre 2016 a pris acte de l'échec de la guerre des prix. Maintenant, tout le reste n'est que modalité. Donc, toutes les réunions qui ont eu lieu à Vienne et ensuite... et il y a un axe qui s'est formé au sein de l'OPEC entre l'Arabie Saoudite et la Russie dont les intérêts convergent. L'Arabie Saoudite, il faut savoir que ses réserves de change sont passées de 715 milliards de dollars en 2014 à 500 milliards de dollars aujourd'hui. Elle a un déficit budgétaire de 100 milliards de dollars, elle est en période de succession dynastique, etc. Donc, il n'était pas, pour moi, il était fortement probable que l'OPEC revienne, ainsi que ses alliés, sur une ligne de défense des prix. Maintenant, le niveau 1,2 million, est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est pas suffisant? Tout dépend des anticipations. Maintenant, la demande va augmenter de 1,4 million de barils par jour en 2019. Les États-Unis vont voir leur production encore augmenter de 1,5 million de barils par jour. Est-ce que, pour moi, le marché est en train de tendre vers l'équilibre? C'est pour ça que les secousses géopolitiques n'interfèrent pas sur le marché. Et qu'est-ce qu'on appelle l'équilibre? Qu'est-ce que vous appelez l'équilibre? Équilibre entre offre et demande. Donc on a un équilibre, donc on va avoir un prix, selon moi, sur 2019, qui va fluctuer autour d'un pivot de 70 $ le baril à peu près. Il a fluctué autour d'un pivot de 60 $ en 2018. Là, on est sur un pivot de 70 $ le baril. Le marché est... Maintenant, il y a des inconnus, à savoir que la guerre commerciale que le président Trump a engagée contre la Chine, etc., il y a un risque récessionniste. Et donc, il est possible que l'économie mondiale ralentisse et avec elle la demande. Mais il y a des inconnus. Il y a des inconnus, notamment les tweets du président Trump qui, au regard de l'Iran, qui effectivement on sent qu'il tient un levier qui est celui des possibilités ou des exemptions qui sont accordées. Est-ce que, moi je voudrais juste rebondir par rapport à un aspect que vous avez dit, c'est cette alliance nouvelle entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Est-ce que c'est quelque chose qui est temporaire ou bien est-ce que c'est une alliance qui peut être considérée comme étant durable dans le temps, Omar Bouazouni? Merci, Mada. Du moins, je vais rebondir sur ce qu'il a dit, M. Preur, concernant les fluctuations des prix de pétrole par rapport à la dernière réduction des quotas. Il faut dire que les différents travaux qui ont été effectués concernant les mesures d'élasticité, c'est-à-dire un changement de prix par rapport à un changement de quantité, ont montré que sur le court terme, c'est vraiment très infinitésimal, ça ne dépasse pas les 5%. C'est-à-dire que lorsque nous redivisons les quantités de X%, à peine nous arrivons à avoir les X% en prix, pour ne pas perdre les parts de marché, tel qu'il a si bien dit M. Preur. Cependant, en matière de cyclicité sur le court terme, on a remarqué sur 50 ans que les 9 premiers mois de l'année se caractérisent toujours par une augmentation des prix graduellement. On a une augmentation à la marge, c'est-à-dire de janvier jusqu'à septembre, d'environ 20%, pour ne pas dire exactement 19% sur les 48 dernières années. Ensuite, les 3 derniers mois, à savoir octobre, novembre, décembre, ils se caractérisent assez souvent par une baisse des prix, c'est-à-dire un retour vers le bas des prix. Et là, on l'a vu d'ailleurs, la dernière réunion de l'OPEP, elle n'a pas créé un boom, bien un phénomène spectaculaire en matière des prix. On a vu que les prix, ils ont quand même continué leur baisse. Ils ont continué leur baisse. Enfin, il y a eu quand même un rebond de quelques cents. Non, mais ils étaient toujours en tendance parce que toutes les fluctuations
il a si bien dit M. Preur, toutes les fluctuations géopolitiques, même un petit peu géoéconomiques, telles que la dernière, n'influent pas en structure, il influe en conjoncture. En d'autres termes, vous avez une augmentation spectaculaire d'une journée, vous avez le lendemain une réduction pareille. Et en d'autres termes, vous obtenez exactement le phénomène de mémoire. Vous retournez à votre prix d'origine. Maintenant, pour l'année 2019, je rejoins un petit peu l'idée de M. Preur. On va se situer entre 65, voire c'est une fourchette 65-75 maximum, mais jusqu'à août-septembre. Et au-delà, on ne connaît pas. Les perspectives mondiales disent qu'on nous allons rentrer dans un cycle récessionniste, dans ce qu'il faut s'attendre à une baisse des prix, sauf si le non-OPEP rentre en jeu. Il rentre en jeu, pourquoi? Parce que l'élasticité des non-OPEP par rapport au prix, elle est meilleure sur le long terme que les OPEP. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, ils ont une plus grande flexibilité de vente sur le marché, dans ce cas de négocier des prix, et aussi ils ont une offre supérieure qui est d'environ 60%, entre 55 et 60%. Justement, j'en reviens à ma question. En quoi est-ce décisif que celui qui tient les rênes de l'OPEP, à savoir l'Arabie Saoudite, est aujourd'hui dans une relation renforcée avec un pays non OPEP qui est la Russie? C'est tout à fait normal. C'est exactement, nous sommes dans une logique stratégique de planète satellite. Quand vous avez une planète aussi importante, c'est-à-dire là en matière de gravitation des prix, quand vous avez un pays comme la Russie qui détient environ 13% des réserves mondiales du pétrole, et vous avez à côté l'Arabie Saoudite, c'est 11%, ces deux pays pèsent environ un quart de l'offre mondiale. Dans ce cas, leur décision sur le marché, leur décision sur le marché ne peut être que bénéfique pour mener les prix vers le haut. Lies Sahar, est-ce que vous êtes d'accord, en tant que journaliste, effectivement, on a tendance à prendre les éléments géopolitiques d'actualité mondiale pour dire que ça a un effet, un impact relatif. Le statisticien nous dit qu'en fait non, il y a comme une espèce d'équilibre en fait, ou de cycle en fait, au courant de l'année qui pourrait échapper à ces éléments géopolitiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe? Moi, je voudrais intervenir assez rapidement sur trois petits points. Et répondre à ma question quand même. Bien sûr. Tout d'abord, il faut relativiser la décision prise de réduire de 1,2 million de barils jour. Quelquefois, on a tendance à oublier l'historique. Pour cette année 2018, il ne faut pas oublier que la moyenne du prix du baril de Brent a été de 73,07 pour les 10 premiers mois de l'année. Bon, pour les 2 derniers mois, novembre-décembre, il y a une chute. 65 $ en novembre, là on est un peu autour de 60 $, ce qui nous donne une évolution très importante qui est le résultat du partenariat entre les pays OPEP et non-OPEC en matière d'intervention sur le marché. En 2016, le même baril était à 43,76 $ en moyenne. 2017, 52,37. 2018, il va terminer à plus de 71 $. Ça veut dire que les pays producteurs de pétrole ont gagné 20 $ par baril pour 2018, ce qui est énorme. Le deuxième aspect, pour apprécier la décision qui a été prise le 7 décembre à sa juste valeur, il faut revenir en arrière. En arrière, au mois de mai, l'administration américaine avait déclaré qu'elle allait prendre des sanctions contre le secteur pétrolier vénézuélien et iranien. Il y a une panique qui s'est emparée du marché parce qu'on s'est dit, les acteurs du marché se sont dit qu'il y a un risque d'absence d'un volume de 3 millions de barils jour. Donc un déséquilibre de l'offre. On a même parlé d'un baril à plus de 100 $. Automatiquement, les pays de l'OPEP, pour tranquilliser leurs clients, ont décidé en juin de commencer à remplacer certaines quantités du Venezuela, de la Libye. Là, on a eu un petit accord dans les coulisses entre l'Arabie Saoudite et la Russie, en coordination avec l'administration américaine, qui tenait à ce qu'il y ait une augmentation de la production, en coordination aussi avec l'Agence internationale de l'énergie qui a exercé des pressions. Et là, on s'est retrouvé avec un volume impressionnant en surplus de 3 millions de barils par jour. L'Arabie Saoudite, du mois de mai au novembre, a augmenté sa production d'1 million de barils jour. Les Émirats de 430 000, l'Irak de 150, la Russie de 500 000, la Libye de 150 000. Et les USA, en une année, ils ont mis 1,5 million de barils jour en plus, entre 2017 et 2018. Ce qui fait que ce phénomène d'un volume de 3 millions de barils jour pouvait pratiquement faire diviser les prix par deux, aller à 40 $.
Et c'est là qu'il faut peut-être, après, c'est à ce moment-là, c'est sur cette base-là qu'il faut apprécier la décision, parce que en réalité, cette décision de baisser la production, elle a essentiellement fait stopper la chute des prix. Et beaucoup d'analystes, des analystes sérieux qui interviennent sur le marché, ont pensé que le baril pouvait aller à 40 $, ce qui a justifié l'intervention russe. Pourquoi? Parce que quand on parle de 1,2 million, dans les carnets de l'OPEP, il était question de réduire de 1,5 million de barils par jour. Pourquoi? Parce que le comité technique, ce qu'on appelle le board de la commission économique, avait estimé que le marché avait un surplus de 1,4. 1,4 pour le premier trimestre 2019. Donc automatiquement, dans les coulisses, ici, l'Arabie Saoudite a proposé à la Russie, en non-OPEP, de réduire de 500 000, et l'OPEP prend 100 000. Le problème, c'est que la Russie n'était pas pour. La Russie, le ministre de l'énergie est parti à Vienne avec un mandat pour réduire de 100 à 150 000, pas plus. Oui. Ce qui explique, pardon, la déclaration de l'Arabie Saoudite le jeudi soir de dire que je ne vois pas un accord se profiler. Il a fallu que le ministre russe parte à Saint-Pétersbourg, qu'il revienne pour dire je réduis à 200 000. Oui. 200 000 plus, ça donne 1,2 million. Et je crois que... D'où l'intérêt. Hein, voilà. L'intérêt de cette réduction, c'est de stopper la chute des prix. On aurait pu avoir un baril à 40 $. Alors, c'était une décision importante, elle était nécessaire. On a compris, Lies Sahar. Aujourd'hui, est-ce que, selon vous, Kamal Khafesh, sur le court terme ou sur le moyen terme, est-ce qu'on... Voilà, une estimation sur la fluctuation de prix du baril par rapport à ce qui a été décidé. Merci, madame. Bon, cette question d'équilibre de marché, bon, le marché du pétrole, c'est un marché de matières premières et c'est pas n'importe quelle matière première, c'est une matière première qui est demandée sur le marché de l'industrie, du transport, etc. Donc il y a du business qui est très important. Il y a cette histoire d'équilibre de l'offre et de la demande. À chaque fois que certains pays, notamment producteurs, même à l'intérieur de l'OPEP ou l'OPEP, on va dire que même s'il y a des décisions qui sont prises, des fois ils trichent, donc ils ne respectent pas les décisions qui sont prises. C'est ce qui fait que plus il y a des questions politiques aussi, on fait des pressions sur certains pays producteurs, soit par des pressions, même de décisions d'embargo, etc. Et ces pays donc essayent de collaborer avec d'autres pays producteurs pour faire des échanges. Alors à chaque fois qu'il y a un surplus concernant l'offre sur le marché, évidemment c'est la loi de l'offre et de la demande, donc les prix vont baisser. Ajouté à cela, il y a aussi la question de la demande, où les pays consommateurs, les moteurs de l'industrie, les gros consommateurs comme la Chine et les autres pays qui consomment cette matière première, quand il y a une récession, quand il y a une baisse de la demande, ce qui fait aussi donc il y a un déséquilibre et c'est ce qui pousse donc donc il y a des quantités supplémentaires sur le marché et quand il y a ces quantités supplémentaires, donc c'est ce qui fait que les prix vont baisser. C'est ce qu'on a vécu depuis quelques mois où on avait atteint le pic de 80, ça a dépassé même 80 $. C'était un peu l'espoir. Donc c'est là que notre ami, donc, il a signifié que les compagnies pétrolières, donc, ils ont gagné de l'argent pour cette période, mais aussi ce phénomène de volatilité de ces prix, c'est cyclique. Donc, on a dit, donc, en économie, il y a toujours des cycles. Donc, il y a des perturbations, il y a d'autres facteurs qui impactent. Alors, ces facteurs, donc, tous ces facteurs, c'est des variables qui sont contrôlables, il y a des variables qui ne sont pas contrôlables. Je voudrais qu'on continue à analyser justement les facteurs qui sont en fait qui se profilent sur le court terme. Alors on va commencer déjà par l'OPEP+. Donc une réunion va se tenir en avril, donc une autre rencontre OPEP va avoir lieu. Les États-Unis devraient injecter des quantités supplémentaires au second semestre de 2019. Est-ce que cette rencontre OPEP va se tenir essentiellement par rapport à cette injection de production par les États-Unis? On dit aussi que les États-Unis vont s'armer de livraison, vont avoir la livraison de nouveaux moyens de transport, d'infrastructures de transport qui vont leur permettre d'être plus offensifs sur les marchés. Est-ce que vous pensez que l'OPEP+ peut décider quelque chose par rapport à cela?
Bon, il y a plusieurs questions qui se posent. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est 11,4 millions de barils par jour. Si on ajoute les liquides de gaz naturel, c'est 16 millions de barils par jour. Si on ajoute les biocarburants, c'est 18 millions de barils par jour. Ça veut dire que c'est vraiment un poids lourd. Maintenant, les États-Unis n'ont que 48 milliards de barils de réserves de pétrole, c'est-à-dire ils ont le niveau des réserves libyennes. La dernière fois, dans une réunion d'un think tank à Paris, je discutais avec un copain, un expert, je lui dis, est-ce qu'ils vont casser la baraque avec leur... un stock de 48 milliards de barils. Il m'a dit non. Il m'a dit, mais tu sais très bien que la logique du marché pétrolier, c'est une logique de très court terme. Psychologique. Donc, on est dans une espèce de bulle aujourd'hui. Hein. Un moment, dans la courbe historique des prix, c'est un moment un peu particulier. Ce qui forme les prix, c'est les fondamentaux, offre, demande, stock, plus la géopolitique, et la spéculation qui joue le rôle comme une caisse d'amplification d'une guitare, d'amplificateur de tendance. Bon. La réalité, c'est qu'il y a des évolutions structurelles. Il y a à mon avis, deux grands paradigmes. Il y a un paradigme pétrolier nouveau qui est en train d'émerger, qui a deux termes. Le premier terme, c'est un axe Arabie Saoudite, pour répondre à la question Russie, oui. Avec trois éléments importants. Le premier, c'est que les prix doivent rémunérer suffisamment la ressource. Le deuxième, c'est que le marché soit bien approvisionné. Le troisième, c'est que les prix ne soient pas trop élevés pour détruire de la demande ou pour rentabiliser des énergies alternatives. Comme les hydrocarbures non conventionnels etc. américains. Donc, ce premier terme, le premier élément, que les prix soient valorisateurs, parce que l'Arabie Saoudite, période de succession dynastique, la Russie, crise économique, dépendance, etc., tout ça fait que on a besoin d'un prix qui soit... Le deuxième élément du paradigme, il est très important. La Chine, c'est 1,5% des réserves mondiales, 12,8% de la consommation. C'est 20 millions de barils par jour. On est en train de passer de l'ère dollar vers une nouvelle ère, dollar, qui est la monnaie du pétrole, vers une nouvelle ère, yuan, rouble, qui est en train de bouleverser l'ordre mondial. Et en fait, la lutte, à mon avis, la crise pétrolière que nous vivons est une crise qui pose le problème du rapport de force de l'économie mondiale en général et où le pétrole constitue l'élément central. C'est-à-dire que les États-Unis sont passés par une phase où ils avaient renoncé à l'indépendance énergétique. En 91, la courbe de production descendait, il y avait un effet de ciseau entre la courbe de demande et la courbe de production. Ensuite, il y a eu un nouveau effet de ciseau où la production est montée et la demande... Et aujourd'hui, ils sont sur une logique d'indépendance énergétique, mais surtout de contrôle des approvisionnements pétroliers de la Chine. C'est-à-dire que les États-Unis acceptent que la Chine soit une puissance économique, mais pas une puissance globale. Or, avec la nouvelle route de la soie, avec tout ça... Il y a aussi en filigrane une attente par rapport à une entente ou pas entre les États-Unis et la Chine sur l'imposition quand même d'une longue liste de produits que les Américains comptent taxer. Et ceci va être un élément, pourrait être un élément fragile, qui va fragiliser la demande du géant chinois. Très très juste, parce que c'est comme ça qu'on peut lire et la crise pétrolière et la guerre commerciale que les États-Unis déclenchent contre la Chine. Et qui risque d'avoir un effet récessionniste, comme l'a dit notre ami du CNES. Le risque récessionniste est réel. Oui. Maintenant, la question qui se pose,
c'est la chute de 30% des prix du baril en octobre. Il faut la lire dans un contexte plus large. C'est-à-dire que le président Trump a annoncé en mai les sanctions contre l'Iran. Les compagnies pétrolières qui sont près de leurs sous, ils ne se cassent pas la tête, ils ont commencé à appliquer les sanctions. Oui. Avant novembre. D'accord? Donc ils ont commencé à appliquer les sanctions. Ensuite, le président Trump a donné une exemption pour 8 pays. Du lest, oui. Et là, le marché a été dérouté. Et moi, je pense que le marché, l'IS qui suit le marché peut-être me confirmera, le marché a surréagi. Il a surréagi à cette histoire-là. Oui. Et donc, la réunion qui va se tenir en avril à Vienne, c'est une réunion qui va se tenir alors qu'en mai, les exemptions vont cesser pour les 8 pays en question. Oui. La question de l'embargo contre l'Iran va se poser en mai. Hein. Maintenant, quand on sait que 40% des approvisionnements pétroliers de la Chine, c'est l'Iran, hein, pour les États-Unis, il y a des stratèges de qualité qui sont en train d'expliquer au président Trump qu'il est en train d'offrir sur un plateau et l'Iran et même l'Arabie Saoudite. Oui. C'est pour ça que l'effet Khashoggi, on l'a surévalué ici. L'Arabie Saoudite n'a jamais été autant fragilisée et autant prête à une ligne dure. Et toute cette dimension géopolitique a conduit à cette réduction et à ce maintien de ligne de défense des prix. Mais bon, les stocks ont baissé de 3,5 millions de barils, c'est ça, américains. Les États-Unis, en plus de ce que vous avez dit... J'ajoute un tout petit... Rapidement, parce que j'avais pas terminé. C'est-à-dire que les oléoducs qui vont être terminés le deuxième semestre aux États-Unis vont effectivement consolider l'offre américaine. Oui. Et effectivement, en fin d'année, il y a un risque de surplus d'offre. À la fin de l'année, donc il y a bien ce risque de surplus. Mais je reste sur mon anticipation. Et quand on parle... un pivot de $70, plus ou moins. Quand on parle de surplus, on parle aussi d'une perspective d'un prix du baril plus bas. On est d'accord. Mais il ne tombera pas plus bas que ça, parce que l'industrie pétrolière est en souffrance. Omar Barazani, est-ce qu'aujourd'hui les États-Unis ont les moyens de rendre justement cette décision, cette réduction des millions d'eux, très temporaire, et donc d'actionner, comme le disait Mourad Pror, peut-être par d'autres moyens, d'actionner d'autres leviers pour pouvoir amener le prix du baril à son intérêt, puisqu'on sait que même les producteurs d'hydrocarbures non conventionnels ont besoin d'un baril renforcé, pas trop faible, de manière à être rentable. Effectivement, vous ciblez bien la thématique, c'est que ces principaux producteurs pétroliers, même conventionnels, ils ont besoin d'un prix économiquement viable. Et pour ce faire, les États-Unis, ils ont quand même agi sur un levier, un seul levier, c'est le levier de la sanction. En d'autres termes, ils font évacuer quelqu'un sur le marché, notamment l'Iran. Une sanction par tweet. Par tweet, ouais, mais quand même ça a ses effets. Ils évacuent un grand producteur de pétrole conventionnel, notamment l'Iran, qui pèse 5 millions de barils jour. Et là, ils interviennent sur ce marché-là pour qu'ils puissent un petit peu rentabiliser leurs principaux investissements. Cependant, il y a juste un phénomène qui est d'une extrême puissance parler de long terme, du moyen long terme, c'est que les études ont montré que l'existence d'un cycle assez significatif dans le pétrole et qui a une durée de 11 ans. Sur les 11 années, nous avons presque 4,5 années de croissance lente. Nous avons 3 années et demie de croissance très très rapide, telle que nous l'avons vu entre 2016 et 2018. Et nous avons une décroissance de 3 années très forte. Et c'est pour cela que si vous regardez les rapports de la Banque mondiale, les rapports du FMI, ils ont prévu une récession à l'échelle mondiale de tous les pays. La troisième phase... Au niveau où nous sommes, à quel niveau nous sommes? Elle peut se situer aux environs de 2020, de fin 2019, début 2020. Mais ça, c'est des pronostics. Nous pouvons avoir des
nous pouvons avoir des périodes comme ça, tampons, où le phénomène ne va pas se situer. Ou peut être ralenti par le temps. En tendance 2020, 2021, 2022, ils sont considérés comme étant une période où les prix du pétrole et même la croissance à l'échelle mondiale sera marquée par une récession assez prononcée. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à des statistiques froides, j'allais dire, oui, parce que finalement, c'est une étude qui est globale. Comment est-ce qu'on peut prendre ces données-là, Ilyas Sahar, ou bien est-ce qu'il faut plutôt analyser les choses de manière plus, j'allais dire, conjoncturelle? Bon, tout d'abord, pour parler un peu des effets de la réduction, il faut d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, resituer ces chutes des prix. Mourad Perr a bien rappelé ce qui s'est passé au mois de mai, c'est que l'annonce par l'administration des États-Unis de sanctions contre le Venezuela et l'Iran a créé une panique sur le marché. Et là, quand il y a une panique sur le marché, il y a ce qu'on appelle les fonds d'investissement qui interviennent sur les grands spéculateurs. Et le baril a grimpé à 86 $, alors qu'il était à 70 $. C'est bon, c'est une poussée de fièvre. Mais on a eu un peu le contre-pied qui a été administré à l'OPEP par l'administration américaine. Elle a donné des dérogations. Ces dérogations expliquent un peu cette chute. Mais pour revenir aux périodes, aux cycles, etc., on est dans une situation pratiquement très délicate. Il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On la voit, elle est là. On a le phénomène du pétrole non conventionnel qui est en train d'inonder le marché, non pas de déstabiliser, mais de s'affirmer. Mais d'augmenter les volumes de l'offre. Voilà, c'est ce qui explique un peu la difficulté pour tout le monde de faire des prévisions. Et c'est pour ça que l'OPEP, par exemple, elle dit, on réduit de 1,2, mais on se revoit au mois d'avril. Pourquoi le mois d'avril? Parce que le 5 mai, les dérogations pour 8 pays prennent fin. Comme l'a dit Donc, Mourad Perr, il y a la possibilité que de la baisse de la production iranienne. Et la réduction, elle a été prise pour 6 mois. Pourquoi? Parce qu'on sait que le pétrole américain va augmenter, le pétrole de schiste américain va augmenter de 1,2 million de barils jour. Mais il ne faut pas oublier quelque chose d'important, c'est que cette alliance entre la Russie et l'Arabie Saoudite qui a été nouée en 2016, qui se renforce, elle est aussi soutenue par les grandes compagnies pétrolières. Et là, pour illustrer ça, il y a un ami qui me disait tout à l'heure, bon, Donald Trump a tweeté le 5, il a dit à l'OPEP ne baissez pas, il ne tweete plus. Je lui dis ne tweete plus parce que juste après la décision du 7 décembre de réduction, les représentants des producteurs américains se sont félicités de la décision de réduction. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ce qu'on appelle un prix de 50 $ pour faire des prévisions, pas pour vivre, mais pour faire des prévisions. Et l'OPEP et les non-OPEP sont en train de jouer un rôle fondamental dans la régulation du marché. Et je dois peut-être donner une petite information qui circule, c'est qu'il va y avoir une grande réunion entre l'OPEP et les pays non-OPEP en Arabie Saoudite pour signer une charte de collaboration et de partenariat pour poursuivre cette coopération pour réguler le marché. À ce rythme-là, la question n'est pas vraiment si importante, mais je vais le dire puisque vous nous annoncez une information qui consiste à dire qu'une autre réunion va se tenir. Est-ce que l'on s'oriente vers une organisation nouvelle, celle qui va rassembler les producteurs non, je crois pas, tout le monde n'est pas d'accord. Tout simplement producteurs de pétrole. Je crois qu'il parle d'une structure souple qui donne des résultats. Qui finalement s'adapte avec les fluctuations des décisions américaines. La difficulté à prévoir. La difficulté à prévoir sur le long terme. C'est-à-dire que le problème avec les prix pétroliers, c'est qu'ils sont élastiques à long terme par rapport à la demande et inélastiques à court terme. C'est-à-dire que si le prix monte, vous n'allez pas prendre votre bicyclette et laisser votre voiture au garage. Maintenant, si les prix montent, vous allez rentabiliser l'investissement dans les sources alternatives, vous allez rentabiliser l'investissement dans les économies d'énergie. Ce qui fait qu'à terme, vous allez avoir un croisement, l'offre va être importante, la demande va être faible. Et donc le marché évolue par cycle, haussier et baissier. Et un cartel, c'est un oligopole coordonné. C'est un ensemble, un groupe de producteurs limités qui vont réguler l'offre
pour ne pas la laisser monter trop haut de telle sorte qu'elle détruise la demande, ni trop bas de telle sorte qu'elle détruise l'investissement. Bon, l'OPEC a essayé, c'est un abus de langage que de dire l'OPEC est un cartel. L'OPEC a cartélisé le marché historiquement, je crois, 2 fois, pas plus. Maintenant, il y a des formes nouvelles de cartélisation du marché qui sont en train de germer avec l'OPEC, l'Arabie Saoudite et la Russie. Parce qu'il y a le feu dans la demeure, et ce n'est pas moi qui le dis. Bon, l'investissement a baissé de 1000 milliards de dollars depuis 2014. Et Fatih Birol, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie, il dit que le marché rentre dans une ère d'instabilité et de volatilité. En fait, du manque d'investissement, le déficit d'offres va baisser de 8% par an. Les découvertes, le cabinet Wood Mackenzie a montré que le niveau de découverte, 2,7 milliards de barils de réserves, sur 1700 milliards de barils de réserves mondiales, est le plus bas depuis 1947. Et c'est cette fluctuation, c'est cette instabilité, cette incapacité de prévoir qui fait que les compagnies n'investissent pas, c'est bien ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que le marché est cyclique. Mais l'industrie est cyclique plutôt. Mais le marché, comme le disaient tout à l'heure nos deux amis, le marché, il est régi par des logiques de court terme, de très très court terme. Oui. Maintenant, ce sont même plus des traders qui font les opérations, ce sont des machines. Et c'est en nanosecondes que des barils changent de main. Et donc, c'est ce qui fait que le marché a surréagi, effectivement, aux décisions au fait qu'il y a eu 8 exemptions, alors que les compagnies avaient commencé à se retirer de l'Iran. À appliquer en fait l'embargo annoncé par les États-Unis. Voilà, donc le marché est très volatile, il y a une volatilité extrême, et c'est dangereux pour un pays comme nous qui dépend à 100%. Alors justement, on va parler de nous. Le ministre iranien, pour ne citer que cette déclaration, a dit qu'il visait la fourchette de 60 à 70 $. Alors évidemment, il n'est pas significatif étant donné que lui est sous le coup d'un embargo, avec une exemption quand même pour 8 pays, comme vous l'avez dit. Alors qu'en est-il pour l'Algérie? Quelle est la fourchette de prix du baril qui est souhaitée pour notre économie? Kamel Khafesh. Bon, il faut dire que pour que l'économie, faut qu'il y ait un équilibre, il faut que l'économie bouge, une dynamique économique. On sait que c'est son attract, donc c'est le pétrole qui fait bouger, on va dire, les autres secteurs. Et pour que cette dynamique donc soit opérationnelle sur le terrain, il faut que aujourd'hui le prix du baril, il faut qu'il atteigne les 80 jusqu'à 90 $ pour remplir les caisses, pour continuer l'investissement, parce qu'il y a aussi les grands projets initiés par l'État donc les dernières années. Il y a certains projets qui sont à l'arrêt, qui nécessitent une reprise. Il y a aussi de nouveaux projets qui attendent, et on oublie aussi qu'il y a d'autres infrastructures qu'il faut construire, parce qu'il y a la démographie, parce qu'il faut penser à long terme. Et pour donc relancer, on va dire, tous ces secteurs, donc il nous faut aujourd'hui un prix du baril très fort, à 80, au moins sur 2-3 ans. Comme on a vécu, remplir un peu les caisses, qui permettra à l'État de faire. On a aussi le côté de l'emploi pour absorber le chômage. Oui, le chômage, oui. Alors pour créer la croissance, évidemment, notre économie est encore toujours arrimée à la production hydrocarbures, effectivement, mais force est de croire que depuis 2014, on est pratiquement à la fin du contre-choc pétrolier de 2014, et depuis 2015 déjà, la première réunion après le choc, l'on disait que le baril, il ne fallait plus du tout s'attendre à ce qu'il dépasse les 70 $. C'est ce qui a été dit essentiellement pendant ces 4 dernières années. Vous n'êtes pas d'accord, vous allez donner votre point de vue. Qu'est-ce qui est souhaité pour notre économie à l'ombre de ce qui se passe actuellement, déficit structurel et difficulté à le combler?
Non, je pense que le temps il a été donné par le gouvernement, à savoir y aller vers une diversification de l'économie. Ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Non, mais il faut y aller. Maintenant, oui. il faut y aller de manière intelligente et de manière aussi rapide. Le collègue, il a dit entre 80 et 90, mais plus précisément, si vous voulez, en moyenne, c'est $98 pour équilibrer le budget. Et là, par rapport à une démographie galopante, parce qu'on avait... les démographes parlent d'une transition bloquée qui se débloque actuellement. On revient vers des natalités très fortes. Vous savez que tout le programme de l'enseignement, tout le programme de la santé, tout le programme de l'eau, tout le programme de l'équipement est à revoir. Parce que d'ici 2030, on aura presque 14 millions de personnes qui vont venir renforcer un petit peu cette démographie. On sera entre 52, il y a des moyennes de 53, 51, 50, entre, disons une moyenne de 52 millions. Et tout ça, cette demande sociale assez importante, il faut quand même la prendre. Et pour ce faire, je pense que la manière d'agir sur les leviers de la diversification devait prendre en considération qu'en quoi la ressource, on ne va pas lâcher la ressource financière, on ne va plus la chercher dans les hydrocarbures. Il faut la chercher dans d'autres sources, dans d'autres secteurs. Il y en a, nous en avons beaucoup même. Et c'est pour ça que j'ai dit, personnellement, j'ai dit que la quête de nouvelles sources de financement pour une diversification réfléchie, intelligente et rapide, elle doit être mise en application rapidement. Mais bon, il faut parler dans l'urgence et ça fait déjà quelques années que l'État part l'urgence, étant donné qu'aucune réforme significative n'a été entreprise. Il n'y a eu que des leviers financiers qui ont été consentis pour essayer de pallier les déficits. Aujourd'hui, je repose la question à Alyas Sahar et si possible répondre en 2 mots pour avancer dans le débat. Est-ce que l'on peut continuer à avancer comme ça avec un baril qui se situe entre 60 et $70 ? C'est impossible. Bon, le collègue a donné quelques chiffres sur 2030. Mais je crois qu'il faut quelquefois, il faut bien se regarder dans les yeux ou bien se regarder dans le miroir. Ce problème de la diversification de l'économie se pose depuis 1986. Il y a eu 1986, il y a eu le choc de 98, la baisse des prix, on a eu 2008, 2009 et on a eu cette fois-ci. Et le drame, bon, c'est vrai que la rente, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi ? Parce qu'elle nous permet de vivre sans trop se fatiguer. Or, il s'avère qu'on est arrivé à un cycle, la fin d'un cycle marqué par l'apparition du pétrole non conventionnel, la démographie et la fin, parce que quand on analyse, on parle des réformes, malheureusement, la réforme qui a le plus réussi, c'est l'activité la plus facile, c'est celle des importations. On ne se fatigue pas quand on est importateur. Et là, malheureusement, bon, c'est la 4e alerte avec la crise de 2014. Et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut juste arrêter de parler, arrêter de faire la politique, laisser les gens investir, créer de l'emploi et enlever beaucoup d'ailleurs, créer un marché financier, laisser les gens qui ont des idées, qui veulent créer de la richesse et de l'emploi et arrêter de se prendre pour les plus beaux, les plus intelligents, parce qu'on a des exemples, le Vietnam, la Malaisie, ils ont réussi, pourquoi pas l'Algérie? Bon, récemment, j'ai assisté au lancement du projet des engrais phosphatés à Bel Ater. C'est un investissement extraordinaire, il date de 10 ans. Bon, on dit toujours qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il y a d'autres projets qui doivent être libérés. Et il faut éviter la démagogie et de trop parler, de passer à l'action. Et quand vous dites démagogie, c'est-à-dire, voilà, il faut que les politiques changent de paradigme. Voilà, de dire on va faire et on fait rien. Il faut faire. Il faut s'arrêter de parler et faire. Parce que je crois que c'est le principe de base. Surtout que les solutions, c'est vrai qu'elles existent et elles sont connues de tous. On est un pays riche, on a une élite. Malgré tous ceux qui ont quitté le pays, une petite élite reste quand même. Est-ce qu'il y a cette facilité de penser encore et toujours à cette rente pétrolière? Elle existe encore, en tout cas lorsqu'on entend parler les responsables des départements énergétiques dans le large sens du terme, ils disent qu'il y a encore du potentiel. La courbe de production hydrocarbures, elle serait pas en baisse, ou en tout cas peut-être que c'est un langage qui est aussi beaucoup plus politique pour rassurer les gens. Aujourd'hui, est-ce que l'État compte encore sur ses réserves pour pouvoir nourrir son peuple? Alors, la question, il faut vivre avec son siècle.
Les années 70, c'était les années 60, c'était les indépendances politiques. Les années 70, c'était les indépendances économiques. Le grand acquis de l'histoire militante des pays producteurs, depuis la naissance de la Pemex en 1938, et les nationalisations, c'était d'inspiration zapatiste. Depuis 1938, ensuite il y a eu le Mossadegh en Iran, avec la création de la NIOC, le coup d'État de la CIA, etc. Ensuite il y a eu le 1971 en Algérie, le président Boumediene, Allah yarhamou. Et aujourd'hui, le grand acquis de l'histoire militante des pays producteurs, où on comprend ça, où on est fini. Il y a pas, c'est pas le niveau de nos réserves qui vont faire notre puissance pétrolière, c'est la compétitivité de Sonatrach. Voilà. Donc le grand acquis de l'histoire militante des pays producteurs, c'est les compagnies nationales. C'est même pas les nationalisations. Parce que s'il n'y avait pas de compagnie pétrolière nationale, les nationalisations auraient profité aux compagnies étrangères. D'accord? Donc maintenant, les compagnies nationales, depuis leur naissance, elles ont mué. Parce que l'industrie pétrolière a mué. Aujourd'hui, les compagnies pétrolières dans le monde sont des compagnies énergétiques où elles fournissent au client final, from well to wheel, du puits à la roue. Elles lui fournissent des kilowattheures, des litres de carburant, des mètres cubes de gaz, etc. Donc les compagnies nationales, où elles muent au rythme de l'industrie pétrolière internationale, où elles disparaissent. On a eu les Seven Sisters. Aujourd'hui, demain, on va avoir de nouveaux Seven Sisters, parmi lesquels l'Aramco, certainement. Mais pourquoi pas Sonatrach? C'est-à-dire que la puissance pétrolière de l'Algérie, c'est la puissance de Sonatrach. C'est-à-dire qu'il faut opérer un renversement de perspective stratégique. Il ne s'agit plus de parler de rente. Il s'agit de dire l'industrie pétrolière nous a donné la chance. Jamais on n'aurait eu cette chance. Ceux qui parlent de malédiction, moi je ne suis pas d'accord. La chance de rentrer dans une industrie de très haut niveau, de haute technologie, l'industrie pétrolière. C'est-à-dire que des enfants d'Algérie formés dans les écoles algériennes dirigent des installations qui sont à Hassim Saoud, à Hassermel, etc., qui sont les mêmes que les installations qu'il y a aux États-Unis, en Europe, en mer du Nord, etc. C'est-à-dire que ça nous a donné la chance d'avoir une compagnie nationale. Oui, non, mais donc, je pense que ça, c'est indéniable. Hein. Et c'est un acquis qu'il faut préserver, qu'il faut également rénover. Actuellement, beaucoup de choses se passent au niveau de la Sonatrach. Mais on parle de diversification, on parle de à quel point aujourd'hui l'économie algérienne compte et investit selon les secteurs, là où elle pense pouvoir générer de la croissance, puisqu'on parle de cela, il faut générer de la croissance et démarrer une industrie. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une disparité dans l'investissement, dans l'effort d'investissement public lorsqu'on compare le secteur hydrocarbures et les autres secteurs? Beaucoup d'autres industriels agroalimentaires. Je voudrais écouter Elias Sahar sur ça, s'il vous plaît. Oui, justement, pour revenir au secteur du hydrocarbures, bon, je ne vais pas revenir à ce que... Non, il faut revenir sur ma question. Oui, justement, pour les... Il nous reste environ 10 minutes ou 15 minutes. Voilà, alors pour le secteur des hydrocarbures, il faudrait peut-être regarder aussi clairement les enjeux. Tout d'abord, si les responsables de la Sonatrach ou bien du secteur de l'énergie disent qu'on a de grandes potentialités, c'est pas forcément pour la rente. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord se fixer comme l'objectif principal, qui est celui de la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Il faudrait que les sociétés du secteur arrivent à produire l'énergie dont le pays a besoin. Quand je dis l'énergie, c'est l'électricité, le pétrole, le gaz. Ça, c'est, comme on dit, le principal objectif. Le deuxième objectif, c'est que l'industrie, je ne dis pas l'industrie pétrolière, l'industrie des hydrocarbures peut nous aider à diversifier l'économie. Comment? Grâce à la transformation, ce qu'on appelle la transformation aussi bien des liquides et des gaz. C'est-à-dire que cette transformation peut créer
la branche de la pétrochimie, quand on dit la pétrochimie peut exercer un effet d'entraînement et créer un tissu économique national très important et qui peut aussi nous sécuriser pour d'autres secteurs stratégiques comme l'alimentation en eau, par exemple. Il y a un lien entre l'énergie et l'eau. Si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas produire de l'eau. Aussi bien pour les barrages que le dessalement. Et ça peut être aussi l'industrie du transport, le véhicule, etc., les tracteurs. On peut aller à l'agriculture, les engrais. C'est-à-dire que c'est un tout. C'est-à-dire le secteur des hydrocarbures reste le moteur et la locomotive de l'économie nationale. Est-ce que c'est la bonne voie, est-ce que c'est la bonne stratégie, celui de dire que nous avons un champion, il est unique, c'est notre NOC, c'est la National Oil Company, et c'est elle qui est en mesure de tirer la croissance vers le haut? Oui, on peut être d'accord à condition d'être patient. C'est-à-dire sur le moyen terme, 5 ans, 10 ans, oui, je suis d'accord avec vous. Mais sur le court terme, il faut quasiment prendre des nouvelles lignes de financement de cette économie qu'on veut diversifier. Je donne pour l'explication. C'est que les rentes pétrolières, à la limite, elles se forment au bout d'une année, voire 2 ans, qu'on constitue un matelas de devises et qu'on investit. Et pour créer cette usine, il faut encore 1 année, 2 ans, et qu'elle rentre en production à partir de 3-4 ans. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut être patient. Maintenant, si on veut y aller rapidement à cette diversification de l'économie et avoir des effets d'entraînement, parce que les études ont montré que les effets d'entraînement de l'industrie pétrolière n'est pas très important, qu'ils soient sur le niveau d'emploi, parce que ce sont des industries à haute intensité capitalistique, c'est-à-dire vous avez plus de machines que d'hommes. Prenez par exemple tout le secteur des hydrocarbures en Algérie, maximum c'est 120 000 personnes, alors que le BTP, on est à presque à 2 millions de personnes. Et là, alors maintenant, la recherche de nouveaux mécanismes de financement de cette économie qu'on veut diversifier, il faut qu'elle soit mise sur la table. Le partenariat public-privé, je pense qu'il a été mis sur la table. La recherche de financement à l'international, la prise d'action à l'international aussi, tout cela, ce sont des éléments qui permettent à cette économie de se Le financement à l'international, c'est encore juste des paroles. Hein. Il n'y a rien encore de concret. On est encore très loin sur le plan de la réglementation pour aller sur des financements à l'international, comme vous le dites. C'est une solution qui n'est pas encore aujourd'hui envisagée. Est-ce qu'on peut lever des fonds? Non. Par exemple, si vous prenez le grand port centre, qui est un partenariat algéro-chinois, l'unité là qui va être installée du côté de Tbessa, à savoir les engrais phosphatés aussi, c'est un partenariat chinois. Si vous prenez aussi avec GE, concernant la production des turbines à gaz, c'est un partenariat américo-algérien, etc. C'est-à-dire cette recherche de financement à l'international qui soit aussi par le transfert de technologie, je pense qu'il faut le privilégier comme une première piste pour accélérer la diversification et attendre un temps soit peu que cette rente pétrolière puisse se constituer et relever le défi démographique et de sécurité alimentaire et de sécurité hydrique qui nous attendent pour les 10 prochaines années. Oui, déjà, on a pris quelques axes, notamment pour la diversification. Aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple de l'automobile, on est en train d'importer des kits, on fait du montage. Il faut qu'on trace donc d'ici, on va dire 5 ans, 10 ans, que nous allons au moins intégrer une bonne partie de la pièce donc, montée sur ces véhicules, puisque nous avons... Il y a un enjeu d'intégration, Il y a l'enjeu d'intégration. Donc là, c'est pour développer tout ce qui est sous-traitance automobile. Dans la mécanique, donc, il n'y a pas que l'automobile, donc il y a le véhicule utilitaire, il y a aussi si on va développer l'agriculture, donc il y a aussi tout ce qui est tracteur et tout ce qui est machinisme agricole aussi qu'il faut faire des montages. Donc il faut faire une réflexion comment intégrer tous ces secteurs. Par exemple, la mécanique, elle aura besoin de matières plastiques. On a Sonatrach qui est une entreprise, comme l'avait dit, c'est d'investir dans la pétrochimie. Peut-être il y a certaines activités qu'elle peut faire toute seule. Donc il y a la compétence, il y a la maîtrise de la technologie. Parfois, il faut aller vers des partenariats. Donc il faut qu'on fasse des partenariats avec des compagnies qui ont développé cette pétrochimie. Nous avons aussi faire en sorte que le secteur hydrocarbures puisse concourir justement. Oui, parce qu'aujourd'hui, cette diversification, on ne pourra pas la faire avec
le tissu industriel existant actuellement. Si on prend environ 800 000 entreprises, sur les 800 000 entreprises, dont il y a à peine 85-90% qui sont des entreprises, des toutes petites entreprises qui emploient moins de 20 personnes. Et on a à peine 10 à 15% de grandes entreprises ou bien on va dire, des entreprises qui emploient quand même des effectifs assez intéressants. Donc évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va faire cette diversification. Donc il faut tracer qu'est-ce qu'on va faire dans 3 ans, qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans, dans 10 ans. C'est de faire des plans à moyen terme, des plans à long terme. Et avec ces plans, avec évidemment un suivi, parce qu'il faut faire des suivis avec des bilans, donc, évidemment. Donc. Merci Kamel Khafache. Je vais devoir vous dire au revoir puisqu'on arrive à la fin de cette émission. On espère avoir fait le tour de la question. D'une part, parler de l'impact de la réduction des prix du baril de pétrole sur le marché international et leur impact aussi sur l'Algérie. Je rappelle que nous avions avec nous M. Mourad Preur, directeur du cabinet Conseil Émergie, M. Elias Sahar, journaliste spécialisé, M. Kamel Khafache, expert en économie, et Dr Omar Bouazouni, directeur d'études au niveau du CNES. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre thématique économique. Vous pouvez revoir cette émission sur le replay de notre chaîne YouTube sur Canal Algérie. Sinon, demain sur notre chaîne, entre 11h et midi. Très bonne soirée à tous et à bientôt.